Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats avec aujourd'hui Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, Bonjour directeur Valérie. général de l'IFOP. Vous venez tout juste de publier Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Avec Brice Socola. Avec Brice Socola. Brice Socola, on va dire à Juliette de le noter, votre co-auteur. Je ne l'ai pas encore lu mais je vais le lire. Pierre Martinet, fondateur de Wincorp Security Défense. Vous êtes ancien cadre du service action à la DGSE et vous avez publié Pris en otage aux éditions Mareuil, chez Mareuil Éditions. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique chez France Info TV. Bonjour. Et Mehdi Raïch, vous êtes porte-parole de Génération Libre. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé à Tourcoing, cette professeure agressée à cause d'un voile. On peut mettre ça en parallèle avec un certain nombre de choses qui se sont produites ces derniers jours et sur cette progression inéluctable d'un islam politique en France. Le budget, le tour de vis fiscal à venir pour toutes les entreprises. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le patron de la CGPME qui expliquait que ça allait devenir extrêmement compliqué même pour les PME. Et puis Rima Hassan qui défie BFM. Ça rentre dans le cadre, j'ai envie de dire, du même sujet que la professeure agressée à Tourcoing. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Gad Elmaleh qui a décidé de reprendre le cabaret de Michou. Donc, on ne sait pas ce qu'il va en faire, mais en tout cas, ça restera un lieu de spectacle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne deviendra pas un kebab ou un... c'est en général ce qui se passe, ou un magasin de vêtements, ou que sais-je encore. Donc, le cabaret chez Michou va revivre d'une manière ou d'une autre. Alors, on commence avec vous, Frédéric. Oui, c'est ni un coup de Dabi. cœur ni un coup de gueule, c'est un fait d'actualité. Brigitte Fourré, Ouais. vous la connaissez, non. c'est la mère d'Amiens qui est élue depuis quelques années, qui est du centre, je crois qu'elle était de l'UDI ou du Modem, qui a annoncé sa démission de la mairie d'Amiens. Elle laisse la place à son premier adjoint, monsieur de Genlis. Elle a dit place aux jeunes. Monsieur de Genlis a 56 ans, donc à 56 ans on est jeune, c'est une très très bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Non, c'est moins le fait de sa démission que ce que ça dit. On voit très bien à travers nos enquêtes, à travers des faits d'actualité, le maire de Saint-Brieuc agressé au couteau il y a une dizaine de jours, à quel point c'est dur pour les maires. On sait très bien que là on voit que dans des enquêtes et il y a aussi la réalité que beaucoup de maires ne veulent pas se représenter dans la perspective de 2026. Alors, on a sorti un chiffre très très fort, une majorité qui envisageait peut-être de ne pas se représenter il y a 2 ans. On sait très bien que ça va baisser au fur et à mesure qu'on va arriver à l'échéance de mars 2026. Mais il y a un vrai malaise, un vrai mal-être des maires. C'est l'élu de confiance, c'est l'élu qui change la vie, c'est l'élu qui est très rarement sanctionné par ses habitants, c'est l'élu qui vraiment... matérialise la promesse du politique, c'est-à-dire en échange de votre vote, je contribue à améliorer votre vie quotidienne, à transformer, à peser sur le cours des choses. Je reprends le slogan mitterrandien et des 110 du PS, changer la vie. Et on voit que la contrepartie, c'est des maires qui sont très fortement au contact, à portée d'engueulade, parfois malheureusement à portée de baffe de leurs concitoyens. Et j'ai souvenir d'une enquête faite il y a quelques années pour le groupe LR du Sénat. On interrogeait des maires avant les municipales de 2020. C'était à mon avis fin 2019. On leur demandait qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre fonction, votre métier de maire. C'était pas la baisse des dotations, c'était pas les dimensions financières, ce n'était pas les relations parfois compliquées avec l'intercommunalité. Ce qui arrivait en tête, c'était le niveau d'exigence toujours plus élevé des citoyens. Je ne dis pas que la démission de la maire d'Amiens c'est lié à ça, mais on va peut-être avoir des surprises en 2026 sur une part peut-être record des maires qui ne se représentent pas. Peut-être pas des plus grandes villes. Vous savez, il n'y a que 1000 ou 1050 villes de plus de 10 000 habitants en France. Le tissu communal, c'est des toutes petites villes. C'est là, dans les villes de moins de 1000, de moins de 2000, que peut-être beaucoup de maires ne vont pas se représenter parce que, je le dis, ils sont très mal payés par rapport au temps qu'ils passent pour nous, pour nos concitoyens, pour leurs administrés, et il y a cette véritable lassitude. Oui. Quel est l'état de l'opinion en France en ce moment? C'est une vaste question, Frédéric. Vous voulez qu'on en... s'il n'y a pas de pub, on peut y aller. Il nous reste en gros 1 minute. Mais ce qui ressort de vos sondages avant qu'on... L'état de l'opinion, je crois que les Jeux Olympiques ont fait beaucoup de bien. Ça a été un shoot anti-déclin, une parenthèse enchantée. C'est très loin, mais le moral en septembre a été plutôt boosté. On a vécu une période sans politique.
une absence du politique en France qui a fait du bien aussi. Michel Barnier a apaisé la situation. Il est très fragile politiquement, on va en parler. Il suffit que le RN et le NFP baissent le pouce pour qu'il soit renversé. Alors hier, il a évité largement une première motion de censure, mais on a un paradoxe entre un Premier ministre qui ne connaît pas un état de grâce, mais une attente bienveillante de la part des Français, et sa situation très fragile. L'état d'opinion, c'est aussi une focalisation sur ce qui est au cœur du déclin français, c'est-à-dire la situation de l'hôpital, de l'école, de la santé, de l'éducation. C'est notre enquête du début septembre. À vous me lancer, je m'arrête plus. IFOP fiducial pour Sud Radio, où jamais ces priorités ont été aussi élevées dans les attentes des Français. Justement, comme vous n'avez pas eu depuis un petit moment, c'était intéressant. Moins de 15 jours. Voilà. Et puis, alors, on apprend que la députée LFI Aurélie Trouvé vient d'être élue présidente de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Voilà. Ça vous inspire quelque chose? Non, pas spécialement concernant Aurélie Trouvé. Non, bon, on va revenir sur tous ces sujets, en tout cas, avec vous dans un instant sur Sud Radio. C'est l'heure des infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je ne sais pas si je miserais sur Mbappé. On est ensemble pour commenter l'actualité. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, Parlons-nous tous la même langue, qui est paru aux éditions de l'Aube, et pas de l'Ombre, que vous avez co-signé. Avec Brice Sokol. Avec Brice Sokol. Pierre Martinet, fondateur de Wincorp Security Defense, ancien cadre du service action à la DGSE. Et vous avez publié Pris en otage chez Mareuil Éditions. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique à France Info TV, et Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre. On va revenir sur l'agression à Tourcoing d'une professeure qui demandait à une élève de retirer son voile dans l'enceinte de l'école. Rima Hassan qui défie BFM et qui menace en disant vous aurez des comptes à rendre. Évidemment, ça va faire partie de nos sujets. Et puis le budget, le tour de vis fiscal à venir. On continue à faire le tour de table de ce qui a retenu votre attention. On revient sur de la politique avec Virginie. Peut-être un coup de gueule? Oui, moi je suis très fatiguée de toutes ces postures que prennent en ce moment tous nos hommes politiques. Je ne reviendrai pas sur Gérald Darmanin qui juge que le budget est inacceptable mais qui dit rien sur l'état des finances du pays, sur Gabriel Attal qui mène une guerre ouverte avec Michel Barnier mais qui était tout prêt à rester dans le gouvernement si on lui avait offert une place. Et surtout ce qu'on disait hier, c'est de trouver des solutions. Non, ça non. Non, mais maintenant ils ont des solutions alors qu'ils n'en avaient pas pendant 7 ans. Des solutions d'une situation qu'ils ont laissée et qu'ils ont laissée en plus sans dire vraiment la gravité. On en a découvert la gravité après leur départ. Donc moi déjà tout ça me choque horriblement et je suis également, mais peut-être c'est moi, je suis horriblement choquée par le comportement de François Hollande qui vote une motion de censure. A priori, il l'avait déjà dit il y a un mois, c'est-à-dire avant même que les choses soient en place, et qui en même temps a le culot, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, de dire ah oui, mais il faut une personne nouvelle pour incarner la social-démocratie, pour incarner le nouveau PS. Mais si Olivier Faure. Voilà, si le nouveau PS c'est simplement dégager Olivier Faure, tout en étant encore au nouveau Front Populaire, tout en disant non, il faut un vrai parti de gouvernement. Là, franchement, je trouve que quand on a été président de la République, qu'on a été le seul président de la République à être incapable de se représenter tellement il était en fragilité dans les sondages, je crois qu'il ne faut pas donner de leçons et puis surtout il faut savoir où on est, où on habite, comme diraient nos enfants. Et je ne sais pas où habite François Hollande. Oui, Mehdi. C'est de la politique façon PS. François Hollande, c'est un peu traditionnel de réagir de cette manière. Je suis parfaitement d'accord avec l'avis. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est complètement déconnecté. À un moment, je décroche totalement de qui dit quoi, notamment à gauche. À droite, il y a encore un semblant de cohérence à peu près. Vague. Très vague. Mais à gauche, c'est vrai que c'est très... Enfin, moi, je suis plus... Honnêtement, j'ai du mal à suivre le rythme, mais... C'est vraiment la petite guerre des chefs. Donc, moi, c'est pas que ça m'indiffère, mais c'est décevant et ça Frédéric, vous avez interrogé les Français là-dessus ou pas, sur leur rapport aux politiques On le fait dans beaucoup d'enquêtes. D'ailleurs, dans le livre dont vous citiez gentiment, je commence par ce décalage de plus en plus fort entre une classe politique nationale, des élus nationaux décriés parce qu'ils sont impuissants, parce qu'ils sont souvent dans des postures. Toutes les personnalités que vous avez citées, le souci, je ne les juge pas,
je suis même moins sévère que vous sur François Hollande, mais elles ont peut-être un agenda, qui est l'agenda 2027. Et c'est vrai que... oui, mais il y a 2024 et il y a la dette et il y a un budget à faire. Ce que vous dites, je ne suis pas à dire, je vous dis tel que c'est perçu par, l'opinion publique. Les Français. Vous m'avez fait perdre mon idée, mais c'est pas grave. Je vous demande pardon. Non, mais si on s'interrompt pas, il n'y a plus de vie. Je vous demande pardon, Frédéric. C'est vrai qu'il y a ce décalage entre ces élus nationaux et les élus locaux qui, eux, parviennent à avoir du résultat. Et la crise du politique, c'est une crise du résultat et une crise de l'écoute, avec ce sentiment de déconnexion. Les Français, voilà, ça me revient, ne sont pas du tout sur l'agenda 2027. Ils vont s'intéresser à la présidentielle. Il y a le souvenir d'une campagne 2022 ratée, tronquée, parce que percutée par le Covid, phagocytée par la guerre. Donc ça sera un grand moment démocratique. Mais les Français ne sont pas là-dedans. Et c'est vrai que ce qui est très cruel des politiques, et Emmanuel Macron est, si je peux dire, l'archétype de cette déconnexion. Quand les Français nous disent « il ne nous comprend pas, il ne nous écoute pas, il ne connaît pas nos vies », c'est ce décalage entre les postures, ce jeu, même si la scène parlementaire n'est pas une scène visible, est ce que vivent les Français. Quand l'élu local arrive, difficilement, on ne va pas non plus mettre des lunettes roses, à connecter ces deux mondes. Et puis c'est très parisiano-centré. C'est-à-dire que la déconnexion que vous décrivez, effectivement, quand on prend, je pense que le sentiment qu'on a, c'est que tout se passe à Paris. Et pour le reste de la France, on dit, mais en fait, on ne parle pas de moi, on ne parle jamais de moi. C'est la petite guerre entre eux pour savoir qui sera le prochain candidat. Mais le français moyen, finalement, tout le monde s'en fout. C'est la sensation générale, je pense qu'on a. Ouais. Bon, on va continuer. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis maintenant que j'habite en province, je le perçois encore plus. Bien sûr, on n'a pas besoin d'aller très loin. Quand je reviens à Paris, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. En fait. Absolument. Et donc ça... Je veux simplement dire une chose, c'est que toutes ces postures, ces agendas à peine cachés, dans le fond, nourrissent la colère des Français contre des hommes politiques qui ne les représentent plus depuis très très longtemps et favorisent quoi ? Le vote du Rassemblement national qui pour l'instant dit « Ah mais nous on n'a jamais été au pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir ». Je ne suis pas sûre qu'on va voir ce qu'on va voir, mais voilà, ce sont d'une certaine façon les idiots utiles du système. Donc ils croient jouer pour eux, mais en fait ils jouent surtout pour celui qui attend dans l'ombre et qui est prêt à prendre la succession. Parce que le Rassemblement national, il a un avantage sur notamment tous les partis de gauche, c'est qu'il paraît monolithique. Comme il paraît monolithique, il paraît unifié, alors que les autres se divisent tout le temps. C'est un bloc uni. C'est un bloc uni. C'est son avantage. C'est le seul bloc unique dans la représentation nationale politique. C'est un énorme avantage dans l'opinion. Alors Mehdi, c'est un coup de gueule qui va compléter aussi, que Pierre Martinet va compléter ensuite. Oui, sur les drapeaux palestiniens, sur l'incitation de Jean-Luc Mélenchon à ce que, notamment à Sciences Po, les militants de gauche... Sciences Po qui est bloqué ce matin. Oui, j'ai vu ça. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que si je pose la question, notamment aux étudiants de Sciences Po ou de manière générale aux militants de gauche, ce qu'est le drapeau palestinien à l'origine, il n'y en a pas un qui est capable de répondre. À l'origine, c'est le drapeau du nationalisme arabe ou du pan-arabisme. C'est quand même quelque chose de très précis. C'est une idéologie qui consiste à réunir tous les peuples arabes sous une même bannière. Sauf que la manière dont l'utilise Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il l'utilise comme un symbole nouveau. C'est-à-dire qu'on enlève totalement la substance du drapeau. Et en fait, le drapeau devient un symbole de solidarité, de compassion, d'humanisme. Mais au fond, c'est pas du tout ça ce qu'il y a derrière. Et moi, ça m'interroge sur la manière dans la méthode qu'il utilise pour faire ça. Et je pense que vous aurez à peu près le même avis, c'est que les frères musulmans, notamment en Algérie, donc pour connaître bien le cas algérien, ont utilisé la même méthode sur le hijab. En fait, on vide de substance qu'est le hijab. À l'origine, c'est la séparation de la femme libre de la femme esclave. Et en fait, on en fait un objet cool, c'est-à-dire que l'émancipation. Oui, on défense de la pudeur, c'est devenu un objet de liberté. Alors qu'à l'origine, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, moi, je m'interroge sur trois choses. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait ça. Je pense qu'il y a un pari cynique politique, effectivement. Je pense qu'il y a le vote musulman. Il y a aussi une considération qui, moi, me dérange beaucoup dans tout le débat qu'on peut avoir sur le conflit israélo-palestinien. C'est que comme il se présente comme le sauveur des minorités, en fait il défend une minorité, en prenant ce drapeau-là, il sait très bien que c'est un sentiment qui traversera le monde arabe et la communauté musulmane, il se présente comme le défenseur de la minorité, et donc toute personne qui va aller à l'encontre de cet argumentaire-là deviendra de facto soit un pro-israélien, alors qu'on peut très bien critiquer la politique de Netanyahou, soit un pro-génocide, soit un pro... En fait, on devient l'axe du mal, et
par essence un ennemi politique. Il accentue les deux camps qu'on a aujourd'hui et encore plus depuis le 7 octobre. C'est ce que je me suis. Enfin, ça confirme tout ce que je disais. Si vous... Oui, allez-y, complétez. Puisque votre coup de gueule concernait justement la non-action et il y a beaucoup de faits ces jours-ci, enfin depuis plusieurs années, mais encore plus si on les pointe du doigt là, qui montrent cette inaction et cette non-prise de conscience. J'ai été confronté au terrorisme islamiste. En 1983, c'était le Hezbollah, c'était les chiites Amal à l'époque. Et depuis, j'ai travaillé sur le sujet quand j'étais au service action de la DGSE. Essentiellement, je travaillais sur les groupes islamistes et les dirigeants et les cadres, entre guillemets, des groupes islamistes. C'était surtout les GIA. On ne parlait pas de... C'était les balbutiements d'Al-Qaïda, c'était vraiment les GIA, algériens notamment. Je travaillais essentiellement sur les GIA algériens. C'est pour ça que je ne peux pas mettre les pieds en Algérie. Et bien que mes ancêtres sont enterrés à Oran. Mais voilà, donc je l'ai vu grossir pendant des années, et encore plus quand j'étais au service, et encore plus quand j'étais otage en Libye aux mains d'une katiba islamiste dont l'un des représentants avait sa famille protégée par le Qatar. Donc moi, mon coup de gueule, c'est que à quel moment on va prendre conscience qu'il y a un réel projet derrière cette mouvance, un projet qui a commencé en 1928, et aujourd'hui qui est alimenté également idéologiquement et financièrement par certains États, pour ne pas le nommer, le Qatar. Et d'autres, il y a aussi autre chose qui vient dans ce projet. Il y a toute la partie halal, le commerce halal. Il y a certains pays aussi maghrébins qui alimentent. Mon coup de gueule, c'est à quel moment un dirigeant français aura le courage de dire on va faire une vraie loi pour lutter contre le projet islamiste, pour stopper les frères musulmans, criminaliser le salafisme, et enfin on aura peut-être des résultats. Cependant, il va falloir assumer les répercussions dans les rues. Il va falloir assumer le changement de coopération avec les pays comme le Qatar. Ça, c'est du courage politique de le faire et d'assumer les conséquences. Pour l'instant, j'ai pas vu venir. J'ai des solutions. J'ai même été auditionné au Sénat pour apporter des solutions. On le fera jamais, on me dit. Non, c'est volonté politique, mais ce que vous dites là, ça a été raconté par des tas de gens. Je l'ai vécu sur le terrain. Oui, mais Jamila Ben Habib, qui avait écrit Ma vie à contre-courant et qui racontait il y a une vingtaine d'années déjà ce qui allait se passer. Il y a Florence Bergeau-Blaclair qui aussi raconte comment on arrive, effectivement, c'est son livre sur le halal, où vous parlez femmes aujourd'hui. Et effectivement, le voile que vous évoquiez... On va revenir sur le voile tout à l'heure, mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que les constats sont faits et refaits. Vous parliez de tous les livres qui sont sortis. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution dans ce projet islamiste. Mais personne n'apporte des solutions concrètes. J'ai vécu à Londres pendant 5 ans. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Londres, c'est catastrophe. Il y a des quartiers, c'est Kaboul. En plus, la méthode, elle est toujours connue. La méthode est connue. Elle est toujours... Et ils le disent. Ils assument le fils algérien a exactement fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans les universités ou les lieux de pouvoir, on touche essentiellement la jeunesse, on propose un islam light, un peu soft power, un peu soft power, pas vraiment l'islam sunnite tel qu'il est présenté dans les textes, d'ailleurs absolument pas. Et puis en fait, notamment quand il y a un moment de crise, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que Kamel Daoud il décrit, c'est que au moment de la guerre, au moment de la décennie noire algérienne, juste avant, il y a eu les chocs pétroliers, les besoins de la population se font sentir, les islamistes, notamment avec le fils, se sont présentés dans les universités, on commence à faire des maraudes, des distributions alimentaires, ils ont un point important dans la société. Et quand arrive le moment où il y a une friction, là, c'est qu'on commence à prendre le pouvoir. Il y a 3 parties. Il y a 3 parties dans ce projet islamiste. 1, l'idéologie. 2, le financement. 3, les actions violentes. On pourra y revenir tout à l'heure. Oui, on va en reparler. On va en reparler, puis je voudrais qu'on revienne aussi sur ce qui se passe dans les universités à Sciences Po et sur Richie Thibault, l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudet, qui soutient l'intifada dans les rues de Paris. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Donc pour poursuivre notre discussion précédente, il y a eu hier les propos de Richie Thibault, qui est l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudet. Écoutez, il était, je crois que c'était à Sciences Po ou devant une fac, je ne sais plus très bien où il était. Écoutez ce qu'il disait. On va aller jusqu'au bout. Et oui, notre camarade Elias avait raison. Le seul chemin dans les rues de Paris, partout, c'est l'intifada pour la libération du peuple palestinien, la libération de tous les peuples qui subissent la domination coloniale.
Alors, c'était lors d'une manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne. Peut-être, Pierre Martinet, me tourner vers vous pour expliquer un petit peu aussi ce que c'est que le Hezbollah, ce qu'est le Hamas. D'un point de vue humain, on ne peut pas dire que ça libère les peuples. Hein. Alors le Hamas et le Hezbollah sont deux mouvements. L'un est chiite pour le Hezbollah, l'autre est sunnite pour le Hamas, mais ils ont le même but, c'est détruire Israël. Le Hezbollah est une émanation du Nasrallah était chiite Amal à la période où j'étais à Beyrouth. Il commençait, le Hezbollah, c'était les balbutiements du Hezbollah en 83. Il luttait pour que Israël quitte le Liban Sud. Une fois que Israël a quitté le Liban Sud, en théorie, il n'avait plus lieu d'exister. Ils se sont retournés vers la politique, c'est devenu un mouvement politique, ils ont cannibalisé le Liban, et c'est le Liban qu'on voit aujourd'hui, alors que le Liban, c'est un magnifique pays, hein, qui était appelé la Suisse du Moyen-Orient à l'époque. Et aujourd'hui, on voit dans quel état est le Liban, et le Hezbollah n'a de cesse de... Le Hezbollah est devenu une sorte de porte-avions de l'Iran et peut mener des attaques très proches, très rapides et très efficaces sur Israël. Mais ce sont des organisations mafieuses aussi, enfin en tout cas quand on parle du Hezbollah... Alors, évidemment, parce que ça aussi, ça a été un de mes grands combats, c'est de ne pas mettre uniquement le narcotrafic. Le narcotrafic sert aussi de financement. Les AQMI, Al-Qaïda au Maghreb et en Afrique, a aussi fait du trafic, notamment de cigarettes, du trafic d'otages, pour se financer. Parce que le djihad coûte cher. Ça a besoin de matériel, véhicules, radio, etc., etc. Donc ça coûte cher. Même s'il y a des États qui financent derrière. Donc il faut bien aussi préciser que ces groupes, les représentants de ces groupes sont très riches, en fait. Donc c'est un peu antinomique avec ce qu'ils développent, ils sont très riches. Arafat, c'était un des plus riches. Une fortune colossale. Hein. D'ailleurs, il est venu mourir en France. Hein. Et je pourrais vous citer quelques trucs aussi, ce qu'on a fait pour eux. Et donc le Hamas, c'est exactement la même chose. Le Hamas n'a de cesse de vouloir détruire Israël. Le Hamas, le Hezbollah se moquent complètement des Palestiniens et de la terre de Palestine. À aucun moment dans les textes fondateurs de ces deux partis, de ces deux groupes terroristes, il y a marqué qu'il fallait libérer le peuple palestinien. Le peuple palestinien, c'est un prétexte pour lutter contre Israël. Si demain Israël s'attaque à Al-Qaïda ou à Daesh ou à Boko Haram & Co., on aura les mêmes réactions en France. Moi, ce qui me désole, c'est que une partie de la population européenne, une partie de la gauche européenne s'associe à ça. Et encore plus, ce qui est intéressant, le point positif, si j'ose dire, depuis le 7 octobre, c'est qu'on voit la réelle photographie de la situation exacte en Europe, le degré d'islamisation de cette Europe. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut travailler là-dessus. Frédéric ? Non, ce que je veux dire, c'est que il y a, une fois de plus, les happenings de la France Insoumise. Vous citez Richie et Thibault. Il y a les réseaux sociaux qui donneraient à voir une opinion publique très anti-israélienne, qui reprend le terme absolument inapproprié de génocide. Mais il y a aussi l'opinion sondagière, l'opinion publique. Je dis toujours, le sondage, c'est pas une réalité, c'est une perception du réel, qui a bien sûr des limites. On a souvent fait des émissions ensemble, mais qui est quand même infiniment plus fiable que des réseaux sociaux où il n'y a pas de représentativité, des conversations dans les bistrots ou des manifestations avec 30 étudiants de Sciences Po et on va dire Sciences Po est là. Sauf qu'ils ont un écho colossal dans les médias. Quand je vois les enquêtes qu'on a fait régulièrement pour le CRIF depuis le 7 octobre, on a 91% des Français qui disent que les actes du Hamas du 7 octobre, c'est des actes terroristes ou des crimes contre l'humanité. Quasiment 2 tiers qui disent qu'Israël a le droit de se défendre, 3 quarts qui sont favorables à l'interdiction, les mots ont un sens, des manifestations pro-palestiniennes, parce que il y a cette idée maintenant en France depuis 10 ans, depuis les manifestations de 2016 sur le travail, que manifestation est synonyme de désordre, de casse, un rejet massif du Hamas comme groupe, sauf dans 2 catégories. Les plus jeunes, les moins de 25 ans, ce n'est pas une majorité qui dit que c'est... Mais il y en a plus que la moyenne, et les sympathisants de la France Insoumise, et même les sympathisants ou les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont une majorité à dire que le 7 octobre, c'était des actes terroristes ou des crimes de guerre. Donc ça relativise un peu, mais c'est vrai qu'il y a un relais médiatique, c'est le jeu et une sorte d'hystérisation, alors qu'une opinion publique qui est plus intéressée par le passé aux questions internationales et qui ne veut surtout pas l'importation du conflit et mettre des drapeaux palestiniens, c'est une importation
du conflit, ce qui n'empêche pas le droit d'avoir de la sympathie pour un camp ou un autre. Là, on est vraiment dans une opinion qui ne se reconnaît pas dans le spectacle qu'on leur offre. Oui, Virginie. Je voulais juste dire un mot sur Ercilia Soudet. Je rappelle que c'est une députée de la France Insoumise et qu'elle s'est fait remarquer avant le début des Jeux Olympiques en relayant une fake news, mais une fake news ouvertement fake news. Et elle a été obligée de rétro-pédaler. La fake news concernait les sommes dépensées pour assainir la Seine et tous les gens qui auraient été malades. Et c'était une fake news fabriquée par la propagande russe. Et voilà, la crédibilité de ces gens-là, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent vite, trop vite, qui ne vérifient pas ce qu'ils disent. Elle est députée, voilà. Et je sais pas, voilà. Merci à celui-là qui se vantait, d'avoir dans son équipe un harceleur de journalistes. Et on connaît le journaliste, il vient souvent sévir. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Richie Thibault. À un moment, il dit le mot colonial. Dire qu'il y a une espèce de blougi-boulga intellectuel entre le colonialisme, l'anti-impérialisme, il y a une notion d'anti-occidental aussi derrière. C'est très flou finalement. Je pense que le mot intifada aussi, je pense que si on continue, si on creuse un peu, je pense que le mot islamophobie vient pas très loin derrière. Et donc cette espèce de blougi-boulga, en fait, il montre juste une espèce de pseudo-cohérence intellectuelle qui consiste à dire que c'est celui qui possède qui est nécessairement le méchant. Donc dans le conflit israélo-palestinien, celui qui possède c'est l'Israélien, donc il est le mal absolu. Et celui qui ne possède pas, en dépit de ce qu'il peut faire, même si effectivement la situation sur place elle est tragique, on peut légitimement dire dans ce cas-là, dans cette idéologie-là, que le Hamas devient un espèce d'acte résistant, puisque eux ne possèdent pas, ils luttent contre le méchant colon israélien. Passons à ce qui s'est passé à Tourcoing, donc cet élève qui est soupçonné, parce qu'elle est présumée innocente, d'avoir giflé une enseignante, puis de l'avoir rouée de coups. L'enseignante lui avait demandé de retirer son voile religieux. Alors, il y a une chose, moi, qui m'a interpellée quand j'ai entendu cette histoire, c'est les micro-trottoirs des autres élèves qui disaient oui, comme tout le monde, elle a remis son voile dans les toilettes avant de sortir. Comme tout le monde, c'est-à-dire qu'à l'école, le voile n'est pas autorisé, mais on le remet en sortant et elles vont aux toilettes remettre le voile. Et donc cette prof a interpellé cet élève qui l'a giflé et que l'enseignante lui a rendu. Et ensuite, elle a été agressée, plusieurs coups et bousculades. Elle sera jugée cet après-midi en comparution immédiate. Cette même élève, on a appris qu'elle s'était présentée le 5 septembre avec une abaya. On n'en finit pas du voile dans l'espace public, du respect, de la laïcité. Parce que selon moi, on a mal commencé en fait. La première loi, c'est 94, si je me trompe pas. C'est ça, 30 ans. Et on a mal commencé parce qu'on n'a pas voulu voir ce qui se cachait derrière le voile. On a juste parlé de la condition féminine. Or, selon moi, ça va peut-être vous choquer, mais la condition féminine, c'est secondaire par rapport au voile. Le voile, c'est un élément politique. Le voile, c'est un élément de propagande. Et la loi n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est exactement pareil que la loi sur le séparatisme. Elle est vide, la loi sur le séparatisme. À aucun moment on parle de projet, on parle de frères musulmans, on parle d'entrisme, on parle pas de tout ça. Et on a mal commencé comment dirais-je, ce combat-là. Et aujourd'hui, on en est là parce qu'on ne sait pas s'il doit mettre le voile dans les toilettes, pas dans les toilettes, la baya, pas la baya. Tout ça, ce sont des tentatives d'intrusion idéologique dans les sociétés. Et pour rappel, dans toutes les strates de des sociétés européennes, les frères musulmans sont présents. Dans toutes les strates des sociétés françaises. Récemment, on a vu, parmi certains avocats, qu'il y avait une mouvance des frères musulmans qui était très présente dans les médecins qui accordent des comment dirais-je, des certificats médicaux de complaisance aux petites filles. Elles sont toutes comment dirais-je, allergiques au chlore. Ça aussi, ça fait partie du projet. Et on laisse faire. Il faut qu'il y ait une vraie fermeté. Et parallèlement, un vrai projet à leur mettre en face. On n'a pas de projet à leur mettre en face. Mais il n'y a pas de volonté. Enfin, vous voyez qu'il y a des enseignants qui ont soutenu la jeune fille. Il y aura toujours des enseignants qui soutiennent. Parce que, comme vous le disiez si bien, c'est aussi se mettre du côté de l'opprimé. Parce que ça fait aussi partie du projet. La victimisation amène ça. Et cet acte violent fait partie du projet. Il y a ça. Cette victimisation peut engendrer des actes violents. Ces actes violents peuvent engendrer autre chose aussi. On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, donc l'actualité de cette jeune fille qui a giflé son enseignante et puis une forme de ras-le-bol. Je ne sais pas si on a les propos de la ministre de l'Éducation hier à l'Assemblée nationale. Écoutez. Je n'accepterai jamais que l'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un professeur, que l'on porte atteinte à nos lois et à nos valeurs. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper la République. Bah ouais. Super, elle aurait pu allumer une bougie, mettre des fleurs. Je rappelle que tout ça est une suite d'énoncés de principes qui ne sont pas respectés depuis des années et que, à commencer par toute la hiérarchie de l'éducation nationale, ils le savent tous, et qu'ils demandent même aux professeurs. Vous vous rappelez des manifestations après l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty, c'était pas de vague. Ne faites pas de vague, ne faites pas d'histoire, ne venez pas vous plaindre dès qu'il y a un problème. Et donc les professeurs ont pris l'habitude finalement de baisser la tête. Et moi je voudrais souligner le courage de cette enseignante qui peut être consciente que le corps professoral de cet établissement scolaire était divisé, a voulu simplement que la règle soit respectée et a été jusqu'au bout de ce qui est finalement la règle, c'est ça, tu la respectes, point barre. Cet élève avait déjà été plusieurs fois mis en cause, enfin épinglé pour ce même genre d'attitude. Et je voudrais dire aussi qu'il y a une forme de lâcheté dans le système dans lequel nous vivons, malheureusement, qui se vit comme une démocratie et qui, au nom de cette démocratie, évite de prononcer les mots qu'il faudrait prononcer. Donc contourne, édulcore, minimise comme c'était expliqué depuis maintenant plus de 25 ans, pour ne pas dire 30 ans. Et là, il y a un décalage très fort avec ce que vivent les gens sur le terrain et ce que pensent ou ne pensent pas ou refusent de penser une partie de nos responsables politiques. Oui, non, alors, c'est vrai que sur cette question, il y a très vite chez les Français, alors les mots sont clairs, mais il y a ce sentiment d'impuissance, puisque ce n'est pas la première fois. Il ne faut pas oublier, on l'a dit ici, à quel point les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard, ce dernier peut être vu comme une victime collatérale du 7 octobre. C'est arrivé le 13 octobre. Une semaine après, il y a peut-être un lien entre les attentats et tout ce que ça a suscité en France. Ça a profondément choqué les Français. C'est presque une rupture anthropologique. C'est vrai que j'ai souvenir d'une enquête qu'on avait restituée ici pour le CNAL, le Comité national de l'action laïque, auprès des enseignants de 2023, où on avait vu des chiffres qui faisaient peur. Un tiers des enseignants qui avaient l'impression de se censurer, la crainte, le fait d'être pas assez soutenu. Mais voilà, j'essaie de positiver. Il y avait des résultats qui montraient une prise de conscience, qui montraient que les formations à la laïcité étaient plus fortes que par le passé chez les enseignants, qui avaient aussi un sentiment d'un soutien plus fort. Mais on est sur un sujet difficile parce que ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que sur ces questions, il n'y a plus un clivage générationnel. Il y a une fracture générationnelle. C'était mon premier livre, j'en avais parlé ici. C'est-à-dire que sur la question de la laïcité, le même mot, comme le blasphème, comme le fait de se sentir offensé, ne renvoie pas aux mêmes réalités. Chez les personnes, on va dire de plus de 35-40 ans, la laïcité, c'est simple, c'est séparer le religieux du politique, c'est que le religieux reste dans l'espace privé, on a le droit chez soi de faire toutes les fêtes, toutes les célébrations, de pratiquer sa religion, mais on ne l'impose pas. Chez les plus jeunes, la laïcité renvoie davantage à la liberté de conscience et assurer l'égalité. Et très vite, ça glisse vers la visibilité des différentes religions. C'est pour ça qu'il y a ces clivages jeunes, moins jeunes, sur le fait que des mamans voilées puissent accompagner ou pas des sorties scolaires, la question des signes religieux dans une école. J'avais dit, c'est un peu l'image McDo, venez comme vous êtes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que on oublie, à l'école, il y a une jeunesse, et elle ne se reconnaît plus, je ne suis pas là pour juger, c'est ce qu'on voit dans nos enquêtes, dans la laïcité telle que les Français, dans leur énorme majorité, se reconnaissent. Mais comment on explique, encore une fois, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, cette minorité qui aujourd'hui imprime sa volonté ou imprime une volonté de changer la société. Mehdi, peut-être. Sur pourquoi la minorité le comprend ainsi ? Non. C'est vrai que c'est une minorité déjà. Est-ce que c'est si, c'est ce que vient de dire Frédéric. Non, mais je parle du regard sur la laïcité entre jeunes et moins jeunes. Oui. D'accord.
Ouais. Sur les jeunes, enfin, je suis d'accord avec le fait que, déjà, je pense que de manière générale, la laïcité, elle n'est pas forcément très bien comprise. À chacun a un petit peu sa propre définition. C'est ce que vous disiez. Sur les jeunes, je pense que la laïcité, elle est comprise comme une contrainte, souvent. Notamment le fait que lorsque vous êtes dans un environnement qui est très religieux, il n'y a pas de problème là-dessus, eh bien, la laïcité, elle peut être comprise comme un frein à la propre expression de son individualité, donc de sa religiosité. Et je pense que ce prisme-là, dans la manière dont il est présenté, notamment dans le débat public ou sur certains médias ou par certaines personnalités politiques, ça crée un fossé entre les individus. Et donc la laïcité devient finalement une sorte de « je vais taper sur telle religion », ça se transforme en une norme islamophobe par exemple, ou anti-chrétien ou anti-judaïsme, peu importe la religion que vous avez. Et cet écart-là, je pense qu'il n'est pas compris et c'est souvent l'objet d'une manipulation qui est, à mon sens, soit très politique, soit très communautaire. Ouais. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que la classe politique est responsable depuis des années du fait de ne pas avoir mis les bons mots sur les bons phénomènes. Je le redis, par lâcheté, par oh là là, on ne veut froisser personne, oh là là, dans ma circonscription, il y a des gens qui pensent que, oh là là, dans l'endroit où je suis maire, il y a des gens qui pensent que. Et finalement, à force de ne pas nommer les choses, et là, je rejoins ce qu'a dit Frédéric, il y a un décalage énorme entre une partie de la jeunesse qui ne sait plus très bien quelles sont les règles du pays dans lequel elle vit, parce qu'elle y vit dans ce pays qu'est la France, et parce qu'on ne lui a pas assez rappelé, parce qu'on n'a pas assez défini le cadre, et qui à force de vivre dans le flou, pense flou. Et que là, c'est pas le hasard, c'est pas un glissement, c'est un glissement qui a été entretenu par nos responsables politiques. Oui, les réactions de nos auditeurs, c'est de penser à l'enseignante en disant bien sûr, comment le courage qu'elle a eu. Non, mais comment elle va vivre l'après? Mais est-ce qu'elle va rester dans le même... Est-ce qu'elle va rester dans le même lieu? On enlève l'agressé et on laisse... Il y a plusieurs réactions qui vont dans ce sens-là. Je rappellerai que le proviseur de Paris 20e, que je connais en plus indirectement, du lycée Ravel, a pris sa retraite. La version officielle, c'était il prend sa retraite, mais il avait encore quelques mois à faire. Il est parti en retraite anticipée, même si c'est une affaire de 2-3 mois. D'ailleurs, on le voit au fait que des parents d'élèves ou des élèves se mettent à soutenir l'élève. Absolument. Ça montre bien ce phénomène, du coup, ça coïncide. Donc je pense qu'effectivement, cette enseignante va avoir du mal à rester dans cette école. Ah oui, elle aura du mal, pour le coup. Je pense qu'elle aura du mal. C'est là où je vous rejoins quand vous dites que la laïcité, pour certains, aujourd'hui, c'est uniquement l'atteinte à la religion et non pas la préservation de notre histoire. Et pour beaucoup, moi j'en connais beaucoup, qui me disent la laïcité est faite uniquement pour taper sur les musulmans. Donc la laïcité, c'est... Non, mais c'est je comprends la perception que certaines... C'est une représentation majoritaire chez les jeunes. Voilà, je revois notre enquête qui s'appelait Fracture générationnelle après l'assassinat de Samuel Paty, où il y avait 31% des jeunes de 18 à 30 ans, c'est une minorité, mais derrière 31%, il y a du monde, dans une logique d'extrapolation, qui considérait que Samuel Paty a eu tort ou qu'il n'était pas justifié de montrer des dessins et des caricatures pour illustrer la liberté d'expression. C'est une perception qui est ultra minoritaire chez les plus de 35 ans. Mais c'est ce que Plantuc, le dessinateur qui va dans les écoles, raconte. Oui, mais je pense il arrive et on lui dit, sur des élèves de 6e, 5e, qui lui disent « Monsieur, vos copains, ils l'ont bien mérité ». Donc c'est ce qu'il entend. Après, il y a de la discussion, il y a du débat, il y va pour ça. Raconte toujours qu'elle arrive par exemple, à retourner, entre guillemets, à convaincre. Mais il y a un grand travail de pédagogie à faire. Ce discours-là, par exemple, sur ce que vous disiez sur les enfants en 6e, il vient d'où ce discours ? Il est entendu où ? Dans la sphère familiale. Dans la sphère familiale. Et la sphère familiale, elle entend où ce discours ? Elle l'entend où ? Dans la sphère politique. Ça dépend. À la mosquée ou sur les réseaux ? Sur les réseaux. TikTok, c'est la plus grande mosquée de l'histoire. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était le message était dispensé par les paraboles. Oui. Et Al Jazeera, les paraboles, ils étaient tous sur les certaines chaînes qui dispensaient ce message-là. Victimisation, mais c'est exactement ce que une anecdote, quand j'étais en Libye, les gens du CNT qu'on aidait, ils me disaient merci pour l'aide que la France, que Sarkozy apporte. Cependant, vous traitez mal les musulmans en France. Et quand je dis pourquoi on les traite mal, parce que vous leur laissez pas vivre leur religion selon le livre. Mais voilà, vous savez, c'est texto. Mais il y a des pays, je pense au Tadjikistan, l'Ouzbékistan, dont la religion principale est l'islam, mais qui ont des règles extrêmement strictes, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas le droit d'avoir une barbe de plus d'un certain nombre de centimètres, ou les femmes n'ont pas le droit d'être entièrement voilées. Ce sont des pays
musulmans. Je veux dire, il y a des pays qui imposent ça. Après, il y a un prisme aussi, c'est que je connais plus le cas algérien, mais ils savent ce que c'est que la guerre civile. Bien sûr. Ils l'ont connu. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, la plupart du temps, les frères musulmans ou des organismes, ils aiment pas trop. Alors, ils ont une énorme importance dans la population, mais dans les cercles politiques, c'est plutôt quelque chose qu'ils rejettent. Les frères musulmans, si je me trompe pas, sont interdits en Arabie Saoudite. Absolument. Donc, même en Égypte aussi maintenant. En Égypte aussi. Donc, même c'est dans le monde arabo-musulman, c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à rejeter. Ils ont une importance dans la population, puisqu'il y a ce discours qui consiste à dire que celui qui va le plus vers l'aspect pieux, celui qui s'inscrit le plus dans la religion, est forcément quelqu'un de bien. Parce que ce sont des pays qui s'inscrivent dans une logique de charia. Enfin, la constitution est inscrite dans la charia dans ces pays-là. Et donc, les personnes qui s'en écartent, finalement, sont venues comme... ils perdent une partie de leur identité, quelque part. C'est comme ça que c'est compris. Ouais. Mais ces pays-là, ils ont l'expérience de ces mouvances-là. Nous, absolument pas. Ou alors, on va regarder ça sous un œil de... si on a dit ça, par exemple, sur l'islam, quelqu'un veut critiquer, ou sur le judaïsme, ou sur le christianisme, on va tout de suite se retrouver, attention, vous ne les respectez pas. On ne s'attaque pas à l'individu. L'individu, il a tous les droits. Par contre, les idéologies, elles n'en ont aucun. Donc il faut toujours s'attaquer à l'idée et non à la personne. Ce sont des nuances compliquées. Si à côté de la laïcité, on mettait en parallèle, c'est uniquement pour remettre la religion dans la sphère du privé. En France, je parle, ça pourrait aider, ça pourrait être une aide pédagogique pour leur faire comprendre que toutes les religions ont leur place chez nous. Mais ce qui était le cas il y a une vingtaine d'années. Ce qui était le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, chacun vivait, et les musulmans vivaient très bien leur religion chez eux, dans leur intimité, comme le font les catholiques, les juifs, les bouddhistes et toutes les religions. C'est-à-dire que cette volonté d'afficher et de revendiquer, elle est relativement nouvelle et elle correspond à cet islam politique. Moi, je viens d'un milieu militaire où, il y a 40 ans, où il y avait de tout, mais personne n'en parlait. Oui, c'est ça. Ça se voyait pas, on avait tous le même projet, on avait tous la même tenue. Chacun vivait sa religion à sa façon. Évidemment, il y avait des rassemblements autour des saints patrons de l'armée, mais ça a changé, ça. Ça a aussi changé, parce qu'il y a des revendications religieuses dans l'armée, dans les entreprises énormément où j'ai travaillé avec des DRH qui ne savaient plus comment faire avec les revendications religieuses du quotidien. C'est-à-dire, pendant le ramadan... Vous pouvez le mettre au présent. Les plannings, oui. Oui, mais aujourd'hui, je fais plus ça avec eux. Je l'ai fait avant de partir à Londres. Mais c'était les revendications religieuses du quotidien, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui fera aboutir le projet. Les attentats, pour moi, c'est peanuts. Non, mais quand je dis c'est peanuts, quand je dis c'est peanuts, moi je pars sur du long terme. J'analyse froidement. Un attentat, au contraire, ça a l'effet inverse. Et ça a l'effet inverse. Donc en fait, les demandes quotidiennes, c'est d'adapter l'entreprise à la religion en fonction des périodes. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous jusqu'à midi. On va quand même changer de sujet. On va parler du budget. Et ce matin, moi, j'ai été passionnée par l'interview de Jean-Hugues Duménil qui était chez Jean-Jacques Bourdin et qui s'exprimait, qui a rencontré hier le Premier ministre sur le projet de budget qui doit être présenté demain. On a dit que ce seraient les grandes entreprises qui seraient taxées. Or, visiblement, les PME vont être à leur tour taxés, et en particulier ça va être très très compliqué pour les entreprises qui ont beaucoup de salariés au SMIC. Frédéric, sur le budget, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et en plus, les temps ont changé s'agissant de l'opinion publique. Il y a encore quelques années, il y avait un jugement globalisant sur l'entreprise. Pour les Français, c'était surtout les grosses boîtes. Maintenant, les Français, de plus en plus, et on va dire que Fiducial a fait un travail de pédagogie avec le baromètre TPE. On sait que c'est 94% des boîtes françaises, les 0,19. On a une sorte d'affection pour la PME. Il peut y avoir un discours repoussoir sur le grand groupe. Mais effectivement, autant les Français pouvaient, entre guillemets, acheter un prélèvement exceptionnel du côté des ménages, sur les plus grosses fortunes, les 65 000 ménages ou foyers qui gagnent plus de 500 000 euros par an. Autant la contribution sur les 40 boîtes du CAC 40, si je puis dire, ça passait. Si ça touche aux PME, voilà, et puis s'il y a des conséquences en termes de destruction d'emplois, on n'arrête pas de dire ça, cette antenne, que le chômage s'est un peu évaporé, s'est effondré dans la hiérarchie des préoccupations des Français, mais
attention à un mauvais signe envoyé à l'opinion publique et bien sûr à ces dirigeants d'entreprise qui souffrent énormément de la pression, des charges. De ce point de vue-là, il y a une continuité en France. Depuis c'est pas seulement les années Macron, c'est depuis François Hollande et le CICE qui, contrairement à ce qu'on dit, n'a peut-être pas créé beaucoup d'emplois, mais qui a fait beaucoup de bien à des PME et l'IFOP, c'est de quoi il parle. Alors écoutez ce que disait Jean-Hugues Duménil. Le gouvernement nous dit on va modifier les allègements de charges pour que ça fait de manière plus progressive et qu'on n'ait plus cette trappe à bas salaire, ce qui en soi est une bonne idée. Sauf que dans la méthode proposée, on aboutit à la chose suivante. Pour les salariés qui sont au SMIC, on aura 2 points de charge supplémentaires au niveau du SMIC pendant 2 ans. Donc ça va représenter 4% de charges supplémentaires, donc une très forte augmentation du coût du travail pour les employeurs qui emploient des salariés au SMIC. 4% de charges supplémentaires, ça va devenir insupportable, cette pression fiscale, et de plus en plus d'entrepreneurs vont faire ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'a plus de salariés et on n'a plus que des auto-entrepreneurs ou des gens qui sont employés sur facture. J'ai pas un mot sur le budget, Pierre Martinet. J'ai été confronté à ça quand j'étais chef d'entreprise en France et on pouvait pas embaucher parce que ça nous coûtait trop cher. On faisait partie des TPE et c'était vraiment problématique. Et moi, la question que j'aimerais poser, à quel moment on va revoir tout notre système social, notre système de prélèvement et de répartition et de redistribution. Et quand on voit le millefeuille administratif ce qui coûte aux contribuables et toutes les strates dans certaines régions où il faut toucher 15 personnes pour avoir une réponse, moi, je suis très inquiet. Je vais souvent aux États-Unis. Je prends souvent les États-Unis comme un bon exemple, comme référence contraire. On est aux antipodes l'un de l'autre. Et effectivement, c'est pas la panacée, les États-Unis, évidemment. Mais non, mais bien sûr, je le vois. J'ai des amis qui travaillent là-bas. J'ai moi-même travaillé là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que on est aujourd'hui englué dans un système social. Et moi, je suis désolé. C'est toujours plutôt que moins de dépenses, plus de prélèvements. C'est quand même, c'est invivable en fait à la fin. Ouais. Moi, je réfléchis, un peu différemment. Comment on s'est retrouvé dans cette situation? Comment, en 7 ans, Emmanuel Macron a laissé la dette augmenter de 1000 milliards? Je le rappelle, 1000 milliards. Enfin, il faut quand même mettre les mots. Et comment, au départ de toute cette équipe qui n'avait pas dit un mot sur l'ampleur de la situation, on découvre qu'il y a autant de difficultés à boucler le budget. Une dette abyssale. Ouais. Une dette abyssale et un budget qu'on ne peut pas boucler. Alors on avait parlé de 20 milliards, maintenant on parle de 40 milliards, maintenant on parle de 60 milliards. Je crois que finalement ça ne sera pas 60 milliards mais 50. Et en fait je ne vois pas comment pris, j'allais dire de court, comme il est pris de court, Michel Barnier. Je rappelle qu'il a été nommé il y a quelques semaines. Et je rappelle qu'on ne lui avait pas franchement indiqué la situation telle qu'elle était. Donc effectivement, il recourt à une solution de facilité qui est d'augmenter la pression fiscale, c'est sûr, dans un pays où déjà elle est très forte, mais qu'est-ce qu'il a comme autre solution en fait? Et je rappelle aussi une dernière chose, c'est que si la fameuse réforme de l'État qu'avait promis Emmanuel Macron en 2017 avait été faite, là on parle de doublons, mais tous ces doublons auraient été identifiés, auraient peut-être été, pour certains, il y aurait eu des je sais pas comment on appelle ça, des entités qui auraient été supprimées, ça aurait été fait ce travail de fond qui n'a jamais été fait. Donc là on se retrouve au pied du mur devant un truc qui est quasiment insurmontable. Et la solution la plus rapide et la plus efficace pour boucler le budget, c'est d'augmenter les impôts. Je ne vois pas l'autre solution. Alors on peut s'en plaindre, on peut trouver que... C'est ce qui va se passer, vraisemblablement. Mais il n'y a pas d'autre solution, en fait. Qu'est-ce qu'il peut faire, Michel Barnier? Il peut dire, attendez, il faut déjà que je réfléchisse à toutes les structures de l'État qui sont pas en place, ou à celles qui coûtent trop cher. Ou... Mais en plus, beaucoup ont été quand même supprimés, objectivement. Et beaucoup, je suis pas sûre, mais il y a eu un petit effort. Et en tout cas, il y a eu des efforts. Voilà. Et comment dire, c'est peanuts en termes de budget. N'oublions pas aussi qu'on est dans un moment, pardon de vous interrompre, particulier, de reprendre la parole plutôt, parce que c'est pas encore parlé, dans un moment de changement chez les Français. On l'a vu dans l'enquête de début septembre, la question de la dette et des déficits en termes de priorité pour les Français a gagné 11 points entre septembre 2023 et septembre 2024. Les Français, et ça ressort de vos propos, sentent cette question de leur vie quotidienne, l'accès au crédit, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt, l'accès à la propriété. Donc
la dette rentre petit à petit dans l'atmosphère. Ce n'est toujours pas, on n'est pas dans le contexte 2007-2008 où avec François Bayrou la présidentielle, François Fillon qui parlait d'un État en situation de faillite. C'était au cœur des préoccupations, en tout cas au cœur du discours. Ce qui d'ailleurs n'était pas le cas à l'époque. Ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque. Et d'ailleurs entre 2007 et 2012, la dette française a très fortement augmenté. Elle est restée plutôt stable sous François Hollande. Il faut le reconnaître. C'est des faits. Tout le monde pourra vérifier. C'est vrai que c'est un sujet qui maintenant inquiète les Français parce que il y a aussi ce pessimisme de projection, ce sentiment que ces enfants vivront moins bien que soit à l'avenir, et la dette, c'est l'épée de Damoclès par excellence. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la dette. Enfin, je pense que beaucoup de personnes ont découvert la problématique de la dette cet été. Le fait que la séquence du budget, vous parliez des 20, 40, 60 milliards, personne ne sait exactement quelle est la situation économique. Il y a le discours politique qui consiste à dire j'ai découvert la situation, elle est grave. À chaque fois qu'ils viennent. Voilà. Et puis ensuite, on entend un deuxième discours de la part de Michel. En fait, la situation, elle est encore plus grave que prévu. Elle est grave. Elle est grave, elle est très grave. On est plus rouge, on est rouge écarlate. Là, c'est marqué, on est tous en faillite. Plus grave que grave, c'est quoi? C'est grave. Voilà. Donc, je sais pas, il y a un discours ambiant autour de ça où c'est même difficile de comprendre ce qui se dit ou ce qui se passe. Et c'est même assez obscur pour revenir sur les TPE, les petites entreprises. Faut pas oublier, il me semble que il faudrait que je vérifie l'information, mais il me semble que les chefs de petites entreprises se versent pas des salaires énormes. Non plus, c'est ça. En dessous du SMIC pour fiducial, c'était parfois en dessous de 3 000 euros. Ouais. Voilà. Parfois, c'était uniquement des défraiements ou bien des. Donc, c'est une statistique ultra inquiétante. L'auditeur me signale effectivement que l'État n'a pas payé les loyers pour des gendarmeries, 200 millions d'euros dans le budget prévu. Gérald Darmanin avait donné l'ordre d'arrêter de payer. Super. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin, il critique. Il cherche des solutions. Voilà. D'accord. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.